Bonjour. Ho ho ho. On va faire un retour au texte des pyramides pour les prochaines vidéos après celle-ci. Évidemment, lorsque les vidéos des parties du corps seront à nouveau disponibles, ce message n'aura plus d'importance, sauf si vous suivez les vidéos dans l'ordre numérique. Mais rassurez-vous, ceux qui débarquent pour la première fois sur cette vidéo, on n'oublie rien. C'est simplement que de temps en temps, d'autres projets sont prêts en avance. Alors on les publie dès que possible. Bref, c'est parti pour les désignations du cou, de la gorge et les dérivés. Et nous ferons un hommage à Jean-François Champollion. Et le dernier de cette vidéo sera le numéro 120. Allons-y! De l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, le cou peut se dire ou serrette. Que dire d'autre? Ah oui, la graphie du pluriel peut être triplée avec le F12 à l'Ancien Empire. Et ce F12 peut être en idée, en exemple dans la deuxième graphie gréco-romaine. En vérité, je ne savais pas quoi dire pour notre premier lexème, mais ça va changer. Nous allons découvrir des nouveaux hiéroglyphes. Non mais sérieux, c'est quoi ce texte que tu m'as demandé de lire? Bon allez, c'est pas grave, allez. Non. Tu fais quoi là? Non mais on continue là. Et pourquoi t'enregistres là? Bon, allez, oui, numéro 105. Le coup peut se dire Nehbet dès l'Ancien Empire. Et nous allons expliquer les variantes de surcroît. Le hiéroglyphe dans les deux dernières variantes, qui au premier abord ressemblerait à une barrière en déterminatif, est en réalité la représentation, des 7 vertèbres cervicales. Désignant toujours le cou, il peut être noté donc au pluriel, rappelant les 7 vertèbres. Ce hiéroglyphe est le D157 et le déterminatif, dans la première variante à l'Ancien Empire, n'est qu'une graphie du D157 et c'est le D158. C'est un nouveau hiéroglyphe. Nous en avons donc deux. Le deuxième signe, dans la dernière variante, est le 28A, n'importe quoi. Le deuxième signe, dans la dernière variante, toujours à l'Ancien Empire, est le V28A. C'est une graphie cursive du V28, toujours en exprimant l'unitaire un H avec un point en dessous. Maintenant, nous avons 3 nouveaux hiéroglyphes. À partir du Moyen Empire, on peut, selon le contexte, traduire par le cou, bien entendu, mais également par la gorge. Au numéro 34 de la vidéo 235, on a vu le lexème Ha pour désigner la nuque à la 5e et 6e dynastie. Voyons dès à présent l'autre attestation pour ce lexème Nehbet, et ceci dès la deuxième période intermédiaire. À noter que dès le... Oh mince, arrête de m'embêter. À noter que dès le Moyen Empire, la marque du féminin peut être notée en ellipse. Ce terme est toujours au féminin. Autre lexème pour la nuque, c'est Mekha, attesté dès le Moyen Empire. À la période romaine, on peut translittérer Mekha pour rappeler sa phonétique originale, ou alors Mekhet, comme indiqué. Mais ce terme reste au masculin, donc pas de point avant le T. Voyons la page suivante. Revenons aux désignations pour le cou, qui se dit chess, avec le déterminatif de la tête de canard, H1, à l'Ancien Empire et au Moyen Empire, pour les attestations. Autre lexème pour désigner le cou, mais également la gorge, selon le contexte, c'est Banet, attesté dès l'Ancien Empire et non attesté à la basse époque. À nouveau le déterminatif de la tête de canard, principalement et même en idée, à l'Ancien Empire et au Moyen Empire. On a même la tête de héron en déterminatif dans la 4e graphie du Moyen Empire. Les deux dernières graphies à l'époque gréco-romaine emploient le W10
pour la valeur unilitaire A par acrophonie. Pour désigner encore le cou et la gorge, et même le gosier, nous avons kher, attesté à toutes les époques. À la basse époque, la dernière graphie représente le cou et la tête du serpent. C'est un nouveau hiéroglyphe, le I93. Dans ce cas, ici, il signifie simplement le cou ou la gorge en valeur idéogramme avec la translittération kher. Ce hiéroglyphe est utilisé également à la place de notre groupe. Ce hiéroglyphe est utilisé également à la place de notre cobra I10 du dje de notre alphabet classique, dirons-nous, en dehors de ce lexème présent. Vous avez gagné une nouvelle information qui pourra peut-être servir dans des futures vidéos. Le reste de tous les autres hiéroglyphes en déterminatif et graphie superfétatoire ont été expliqués. Né. Continuons avec la gorge et le cou à la page suivante. Ça se voit que c'est bientôt les vacances, hein. On commence un petit peu à déconner, hein. Le numéro 110, ram, traduit plus fréquemment la gorge que le cou. Mis à part les variantes phonétiques en ramou, le terme a subi une métathèse au Moyen Empire et à la 18e dynastie en Achem. Et il ne signifie que la gorge dans ce cas. Le numéro 111, le terme chachat, toujours au féminin, malgré les graphies sans la désinence de celle-ci, se traduit par la gorge et le cou. On le traduit également par le pharynx, mais uniquement dans les textes médicaux. À noter l'abrégé la 18e dynastie en chat et en variante phonétique chéchet à la période gréco-romaine. Ces trois variantes phonétiques emploient le F11A dans nos exemples. Il représente le cou et la tête de taureau. Il représente le cou et la tête d'un taureau. C'est mieux, non? Vous savez quoi? Ce F11A, c'est un nouveau hiéroglyphe. Le terme shebeb, toujours au masculin, en dépit du signe superfétatoire du T à la période gréco-romaine, se traduit par la gorge ou l'ésophage, selon le contexte. Dès la 16e dynastie à la 18e dynastie, il est possible de traduire par la trachéartère, selon le contexte médical à nouveau, mais pas à la période gréco-romaine. Et le déterminatif de la dernière graphie gréco-romaine, c'est le F59. C'est un cou avec la tête du bélier, un nouveau hiéroglyphe. Parlons encore de la gorge à la page suivante. Et voyons maintenant les lexèmes qui ne traduisent que la gorge. Nous avons hétite au numéro 113, un terme féminin. À ce stade, les diverses graphies n'ont plus besoin d'être expliquées. Nous constatons simplement les phonétiques en hétet et hirtit, dont le T n'est pratiquement jamais noté dans l'écriture pour hirtit. C'est bien entendu une métathèse, et ces graphies traduisent une autre partie du corps que l'on verra plus tard comme toujours. Non, ça va pas ça. C'est un peu confus ton texte, Maxime, là, non? Bon. La dernière variante à l'Ancien Empire est Hétu. Celui-ci fait figure d'exception en étant au masculin, et il est dans les textes des pyramides. PT pour pyramide texte pour les intimes. Nous avons un nouveau hiéroglyphe dans ces graphies. C'est le F12A, qui est une graphie du F12, et il est utilisé ici en déterminatif de la troisième graphie du Moyen Empire. La gorge, à partir de la 18e dynastie, peut se dire achat, et comme le menton Ina, le numéro 71 de la vidéo 237, il a évolué différemment.
nous avons un redoublement de syllabes en HH et des variantes au féminin en HHette. À la période gréco-romaine, il est possible de traduire par le gosier et le lézard I1 donne le bilitaire H par acrophonie de son trilitère HA. On voit dans cet exemple que l'acrophonie n'est pas toujours une valeur unilitaire. À nouveau, les premières traductions étaient le larynx ou un organe situé dans la partie supérieure de l'œsophage. À la 19e dynastie, on trouve Ouchem et encore la gorge à la page suivante et on va terminer avec le thymus. À la troisième période intermédiaire et à la période gréco-romaine, on a Kébébet, qui peut être noté sans le T, mais c'est un terme féminin. À la période gréco-romaine, on a Bébet, au numéro 117, avec une variante dont les deux jambes se regardent. Si on peut le dire ainsi, pour former un joli cadran. Bébet n'est pas l'abrégé de Kébébet. Rien à voir. Voyons maintenant le numéro 118. Mérette, dans ce cas-ci, se traduit par la gorge. Nous avons vu un autre mérette pour traduire l'œil, le numéro 38 de la vidéo 236, avec les déterminatifs de l'œil bien entendu. De même, nous avons fait connaissance avec la déesse Mérette de la musique et des chants, montrant la cadence et qui s'est proposé de donner sa représentation pour le trilitère Mérette avec le C180 et le C180A. Dans les textes d'Edfou ou d'Apollinopolis Magna, les temples, on trouve à nouveau Mérette pour traduire la gorge. Et oui, quand on chante, les vocalises se passent par la gorge. Ah, ils sont forts ces Égyptiens. Les trois premières graphies d'Edfou sont notées avec le C180, dont la troisième est simplement en idée. La quatrième graphie emploie le C180A en déterminatif et ce n'est pas un duel. Le Y est superfétatoire. Les deux dernières graphies emploient deux nouveaux hiéroglyphes. Le premier représente une femme debout, indiquant la cadence musicale. C'est le B65A qui donne le trilitère Mérette et le dernier, c'est le C276. C'est une graphie du C180, mais surmontée du M15, la touffe de papyrus avec les fleurs en bouton à la place du M16, la simple touffe de papyrus, et également avec la valeur trilitère Mérette. De Hopchap. Avez-vous remarqué que la deuxième, la troisième et la dernière graphie emploient le signe de la déesse en tant que déterminatif phonétique et il n'y a plus le signe de la gorge, par exemple, et les signes classiques F51, etc. de Johnson. C'est un principe cryptographique de l'utilisation ici de la déesse pour transcrire d'autres lexèmes, plus ou moins ressemblants en valeur phonétique. Pour les courageux, c'est assez rigolo. Mais rappelons-le, au début du déchiffrement, c'était un vrai casse-tête. On en rigole maintenant parce qu'on sait. À la période ptolémaïque, uniquement, il existe le terme Néphérette, pour traduire la gorge, dont une variante est notée sans le T. Ce point de vue est intéressant car ce hiéroglyphe F35 représente le cœur et la trachée artère. Et notre savant éminent, égyptologue, Jean-François Champollion, y voyait un instrument de musique, un théorbe, une sorte de grand luth, tel qu'il l'a décrit dans sa grammaire à la page 5, publiée en 1836. Ce n'est pas pour se moquer de l'égyptologue, mais pour rappeler que si vous cherchez des mots égyptiens et leurs origines,
N'oubliez pas de comparer les récentes publications et les anciennes revues qui ont plus d'une centaine d'années. On en a parlé dans une vidéo concernant le dictionnaire de Wallis Budge, qui est très volumineux, mais rempli d'erreurs. Et enfin, la glande située à la partie inférieure du cou, dans le haut du thorax, s'appelle le thymus. Il est attesté à la 18e dynastie, Sechen. Nous reverrons ce terme dans une autre vidéo, pour une autre partie du corps, ainsi que dans la formule 128 des textes des pyramides, dans le cas d'une offrande. La vidéo est terminée. Oui, c'est bientôt les vacances. On va faire une pause pour les parties du corps et revenir au texte des pyramides, justement, mais à partir de la vidéo 242. La vidéo 241 sera un rappel des nouveaux hiéroglyphes de la vidéo 233 à celle-ci. Et elle sera dans la playlist de tous les hiéroglyphes, bien entendu. Et nous retrouverons nos parties du corps en parlant du ventre et de l'abdomen. Sur ce, à bientôt. Oui, parce que même si nous on part en vacances 3 semaines, si vous regardez la prochaine vidéo, il ne se sera rien passé. Sur ce, à bientôt et rendez-vous pour les textes des pyramides. Portez-vous bien. C'était quoi ça? C'est un clin d'œil à la destination, quoi?